C'est de réminiscence surtout que souffre l'hystérique. Cette affirmation, formulée par Joseph Breuer et Sigmund Freud dans le premier chapitre des études sur l'hystérie publié en 1895, résume avec une force remarquable la thèse centrale de leur réflexion. En une phrase, les auteurs déplacent radicalement la compréhension de l'hystérie. La souffrance du patient ne provient pas d'un dysfonctionnement organique observable, mais de souvenirs psychiques persistants, chargés d'affect, qui continuent à agir dans le présent. Le chapitre 1, intitulé Le mécanisme psychique des phénomènes hystériques, se présente comme une communication préliminaire. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple introduction, mais bien d'un texte théorique fondamental. Breuer et Freud y exposent les principes généraux qui permettront d'expliquer l'apparition, la structure et la persistance des symptômes hystériques. Ce chapitre constitue ainsi le socle conceptuel de l'ensemble de l'ouvrage et annonce les développements ultérieurs de la psychanalyse. L'objectif de cet épisode est de présenter et d'expliquer de manière claire et approfondie le contenu du chapitre 1, afin de rendre compréhensibles les concepts parfois complexes qu'il mobilise. En suivant fidèlement la progression du texte, nous verrons comment les auteurs passent du constat clinique initial à l'élaboration d'un modèle explicatif fondé sur la mémoire, l'affect et la dissociation de la conscience. Breuer et Freud partent d'une observation issue de leur pratique médicale. Les symptômes hystériques résistent aux méthodes explicatives traditionnelles de la médecine. Les patients présentent des paralysies, des anesthésies, des troubles sensoriels ou des crises convulsives, sans qu'aucune lésion organique ne puisse être mise en évidence. Cette absence de cause somatique pose un problème majeur, car elle remet en question les fondements mêmes du diagnostic médical. À la fin du XXe siècle, deux attitudes dominaient face à cette difficulté. Certains médecins soupçonnaient une simulation ou une exagération volontaire des symptômes, tandis que d'autres se contentaient d'admettre une origine inconnue. Breuer et Freud rejettent ces deux positions. Pour eux, les symptômes hystériques sont réels, involontaires et profondément invalidants. Leur régularité et leur persistance indiquent qu'ils obéissent à une logique précise. C'est pourquoi les auteurs cherchent la cause ailleurs que dans le corps. Ils affirment que, pour comprendre l'hystérie, il faut explorer la vie psychique du patient, et plus précisément son histoire personnelle. Cette démarche marque un tournant décisif. La maladie n'est plus envisagée uniquement comme un phénomène biologique, mais comme le résultat d'un processus psychique. Pour accéder à cette dimension psychique, Breuer et Freud utilisent l'hypnose. Cette technique permet de contourner les résistances de la conscience ordinaire et de faire émerger des souvenirs que le patient est incapable d'évoquer spontanément. Les auteurs constatent alors un fait essentiel. Derrière chaque symptôme hystérique se trouve un événement précis, survenu dans le passé du sujet. Ces événements ne sont pas toujours spectaculaires. Il peut s'agir d'une frayeur, d'une humiliation, d'un conflit émotionnel ou d'une situation vécue comme intolérable. Ce qui les caractérise, ce n'est pas leur gravité objective, mais l'intensité de l'émotion qu'ils ont suscitée. Les auteurs parlent alors de traumatisme psychique. L'hypnose révèle également que les patients ignorent souvent le lien entre ces événements et leurs symptômes. Ce lien n'apparaît clairement que lorsque le souvenir est réactivé dans un état modifié de la conscience. Cette découverte permet d'établir une relation de causalité entre le passé psychique et la souffrance présente. Breuer et Freud insistent sur un point fondamental. Le traumatisme n'agit pas seulement comme un déclencheur initial. Son souvenir continue à exercer une influence durable sur le psychisme. Les auteurs utilisent la métaphore du « corps étranger » pour décrire cette persistance. Le souvenir traumatique demeure actif, comme s'il était constamment présent dans l'esprit du patient. Cette conception conduit à une idée novatrice. Le temps psychique ne fonctionne pas de manière linéaire. Contrairement aux souvenirs ordinaires, qui s'estompent avec le temps, les souvenirs traumatiques conservent toute leur vivacité. Ils peuvent même se manifester sous une forme quasi hallucinatoire, notamment lors des crises hystériques. C'est dans ce contexte que s'inscrit la célèbre formule selon laquelle l'hystérique souffre de réminiscence. La souffrance ne provient pas directement de l'événement passé, mais de son souvenir, resté inchangé et chargé d'affect. Pour expliquer pourquoi certains souvenirs deviennent pathogènes, Breuer et Freud mettent en avant le rôle de l'affect. Lorsqu'un individu vit une émotion intense, celle-ci doit normalement être déchargée par des réactions appropriées. Pleurer, parler, agir ou exprimer sa colère. Dans le cas de l'hystérie, cette décharge n'a pas lieu. Pour des raisons sociales, morales ou psychiques, le sujet se trouve dans l'impossibilité d'exprimer son émotion. L'affect reste alors bloqué et demeure attaché au souvenir de l'événement. Ce souvenir conserve ainsi une puissance émotionnelle intacte, qui le rend pathogène. Cette analyse permet de comprendre que le problème ne réside pas uniquement dans le souvenir lui-même, mais dans l'émotion qui y est associée. Tant que l'affect n'est pas libéré, le souvenir continue à agir de manière indirecte. Breuer et Freud introduisent le concept d'abréaction pour désigner le processus par lequel l'affect est déchargé. Cette décharge peut se produire par l'action, mais aussi par la parole.
Les auteurs soulignent l'importance du langage comme substitut de l'acte. Lorsque le patient parvient à revivre le souvenir traumatique et à exprimer verbalement l'émotion associée, le souvenir perd progressivement sa charge affective. Il cesse alors d'exercer son effet pathogène, et le symptôme peut disparaître. Cette observation constitue le fondement de la méthode cathartique. Le traitement ne vise pas à supprimer directement le symptôme, mais à agir sur sa cause psychique. En ce sens, Breuer et Freud inaugurent une nouvelle conception de la psychothérapie, centrée sur la parole et la mémoire. Les auteurs expliquent que, dans un fonctionnement psychique normal, les souvenirs sont intégrés dans un réseau d'associations. Ce travail d'élaboration permet d'atténuer leur charge émotionnelle et de les rendre inoffensifs. Dans l'hystérie, ce processus échoue. Breuer et Freud distinguent plusieurs raisons possibles à cet échec. Dans certains cas, le sujet cherche activement à repousser le souvenir hors de la conscience. Dans d'autres cas, l'événement survient dans un état psychique particulier qui empêche toute élaboration ultérieure. Pour rendre compte de ces phénomènes, les auteurs introduisent la notion d'état hypnoïde. Il s'agit d'états de conscience modifiés, proches de l'hypnose ou de la rêverie, dans lesquels certaines représentations psychiques se trouvent isolées du reste de la vie mentale. Cette dissociation de la conscience constitue, selon Breuer et Freud, un mécanisme fondamental de l'hystérie. Les représentations issues des états hypnoïdes peuvent agir de manière autonome, sans être accessibles à la conscience ordinaire. Elles s'expriment alors à travers les symptômes corporels. Dans cette perspective, les symptômes hystériques ne sont pas dépourvus de signification. Ils apparaissent comme des expressions symboliques de conflits psychiques non résolus. Le corps devient le lieu où s'inscrit ce que le psychisme ne parvient pas à élaborer. Même les symptômes les plus spectaculaires peuvent ainsi être compris comme un langage, certes détourné, mais porteur de sens. Cette conception rompt radicalement avec l'idée d'un symptôme absurde ou arbitraire. Breuer et Freud analysent également les crises hystériques. Ils montrent que celles-ci correspondent souvent à une reviviscence hallucinatoire du traumatisme initial. Pendant la crise, le souvenir envahit la conscience et se manifeste sous une forme dramatique. Ces accès confirment le lien étroit entre le souvenir et le symptôme, et illustrent la manière dont le passé continue à agir dans le présent. Le chapitre s'achève par une justification théorique du traitement. En permettant au patient de revivre le traumatisme et d'exprimer l'affect associé, le thérapeute provoque une abréaction différée. Breuer et Freud reconnaissent toutefois les limites de leur méthode. Elle ne supprime pas la prédisposition hystérique et n'empêche pas nécessairement l'apparition de nouveaux symptômes. Cette prudence témoigne de la rigueur scientifique de leur démarche. Le chapitre 1 des études sur l'hystérie constitue un texte fondateur, non seulement pour la compréhension de l'hystérie, mais pour l'histoire de la psychologie en général. En montrant que les symptômes ont un sens et une origine psychique, Breuer et Freud ouvrent la voie à une nouvelle manière de penser la maladie mentale. Ce chapitre permet de comprendre que la souffrance psychique est profondément liée à l'histoire personnelle du sujet, à sa mémoire et à ses émotions. En ce sens, il dépasse largement le cadre de l'hystérie et annonce les principes fondamentaux de la psychanalyse. Chapitre 2 – Histoire de malade. La malade décrivait elle-même ce procédé avec humour comme une talking cure. Cette remarque, rapportée par Joseph Breuer dans le chapitre 2 des études sur l'hystérie, constitue l'une des citations les plus célèbres de l'ouvrage. En quelques mots, elle met en lumière une découverte décisive. La parole peut avoir une valeur thérapeutique. Loin d'être un simple détail clinique, cette expression employée par la patiente Anna résume une transformation profonde de la pratique médicale et annonce la naissance d'une nouvelle approche du traitement des troubles psychiques. Le chapitre 2 des études sur l'hystérie, intitulé Histoire de malade, occupe ainsi une place essentielle dans l'ouvrage de Joseph Breuer et Sigmund Freud publié en 1895. Alors que le premier chapitre posait les bases théoriques du mécanisme psychique des phénomènes hystériques, ce second chapitre a pour fonction de donner un ancrage clinique concret à ces hypothèses. Les auteurs y présentent plusieurs cas détaillés, dont le plus célèbre est celui d'Anna, devenu par la suite une référence incontournable dans l'histoire de la psychanalyse. Ce chapitre marque un tournant méthodologique majeur. Il ne s'agit plus seulement de formuler une théorie générale, mais de montrer comment celle-ci se vérifie dans l'expérience clinique. Les histoires de malades permettent ainsi de rendre visibles les mécanismes psychiques évoqués abstraitement dans le chapitre précédent. À travers la description minutieuse des symptômes, de leur évolution et de leur traitement, Breuer et Freud démontrent que l'hystérie obéit à une logique précise, liée à l'histoire personnelle du sujet. L'objectif de cet épisode est de présenter et d'expliquer le contenu du chapitre 2 de manière claire et structurée, afin de permettre une compréhension approfondie des enjeux cliniques et théoriques du texte. En s'appuyant principalement sur le cas d'Anna, nous verrons comment le récit clinique devient un outil scientifique central, et comment il contribue à la naissance d'une nouvelle approche de la maladie mentale.
Breuer et Freud accordent une importance particulière au récit clinique, qu'ils considèrent comme indispensable à la compréhension de l'hystérie. À la fin du XIXe siècle, la médecine repose largement sur l'observation détaillée des symptômes et sur leur classification. Toutefois, dans le cas de l'hystérie, cette approche descriptive se révèle insuffisante, car elle ne permet pas d'expliquer l'origine des troubles. Les auteurs adoptent alors une démarche originale. Ils ne se contentent pas d'énumérer les symptômes, mais retracent l'histoire complète de la maladie, en tenant compte du contexte affectif et psychique du patient. L'histoire de la maladie devient ainsi une histoire de vie, dans laquelle chaque symptôme trouve sa place. Cette approche confère au patient un statut nouveau. Il n'est plus seulement un objet d'observation médicale, mais un sujet capable de raconter son expérience. La parole du malade acquiert une valeur scientifique, car elle permet d'accéder à des événements psychiques invisibles à l'examen médical traditionnel. Le cas d'Anna constitue le cœur du chapitre 2. Il s'agit d'une jeune femme cultivée, intelligente et dotée d'une grande imagination. Avant l'apparition de la maladie, elle ne présentait aucun trouble psychique notable. Cette précision est importante, car elle permet d'écarter l'idée d'une prédisposition pathologique évidente. La maladie débute dans un contexte de forte tension émotionnelle. Anna s'occupe intensément de son père gravement malade. Cette situation entraîne un épuisement psychique progressif, aggravé par l'impossibilité d'exprimer ses propres émotions. La mort du père constitue un événement central, qui accentue les symptômes déjà présents. Breuer décrit l'évolution de la maladie en plusieurs phases, alternant des périodes de relative lucidité et des états de conscience modifiés. Cette alternance joue un rôle déterminant dans la compréhension du fonctionnement psychique de la patiente. Les symptômes présentés par Anna sont nombreux et variés. Sur le plan physique, on observe des paralysies partielles, des contractures, des troubles visuels et des anesthésies. Ces symptômes apparaissent sans cause organique identifiable, ce qui les rend particulièrement énigmatiques. Sur le plan psychique, la patiente présente des hallucinations, des troubles de la mémoire et des états dissociatifs. Elle semble parfois vivre dans un monde intérieur autonome, détaché de la réalité immédiate. Ces états sont souvent accompagnés d'une forte charge émotionnelle. Un aspect particulièrement remarquable du cas est le trouble du langage. Anna perd progressivement l'usage de sa langue maternelle et ne peut s'exprimer qu'en anglais. Ce phénomène illustre de manière frappante le lien entre les fonctions psychiques et l'histoire affective du sujet. Breuer observe que la patiente alterne entre deux états de conscience distincts. Dans l'un, elle est relativement lucide et capable de fonctionner normalement. Dans l'autre, elle se trouve dans un état proche du somnambulisme, caractérisé par des hallucinations et une forte suggestibilité. Cette dissociation de la conscience constitue un élément clé de l'analyse. Elle permet d'expliquer pourquoi certains souvenirs et affects restent inaccessibles à la conscience ordinaire tout en continuant à agir de manière autonome. Le psychisme apparaît ainsi comme divisé, ce qui remet en question l'idée d'une conscience unifiée. L'un des apports majeurs du cas Anna est la découverte de l'effet thérapeutique de la parole. Breuer constate que les symptômes s'atténuent lorsque la patiente parvient à évoquer les souvenirs liés à leur apparition. Cette verbalisation permet une décharge émotionnelle, que les auteurs désignent par le terme d'abréaction. La patiente elle-même qualifie cette méthode de « talking cure », soulignant ainsi le rôle central du langage dans le processus de guérison. La parole devient un moyen de transformer l'expérience traumatique et de l'intégrer dans la conscience. La méthode cathartique consiste à faire revivre au patient, souvent sous hypnose, les événements traumatiques associés aux symptômes. En exprimant les émotions refoulées, le patient parvient à neutraliser l'effet pathogène du souvenir. Breuer et Freud montrent que cette méthode peut entraîner une disparition durable des symptômes. Toutefois, ils reconnaissent également ses limites, notamment en ce qui concerne la prévention des rechutes. Le cas Anna dépasse largement le cadre d'une simple observation clinique. Il permet de poser les bases de concepts fondamentaux tels que la dissociation psychique, le rôle de l'inconscient et l'importance du souvenir traumatique. Ce cas montre également que les symptômes hystériques ont un sens et qu'ils peuvent être compris comme des expressions symboliques de conflits psychiques. Cette conception influencera durablement la pensée freudienne. Breuer et Freud adoptent une attitude prudente vis-à-vis de leurs conclusions. Ils reconnaissent que la guérison d'Anna n'a pas été complète et que certains symptômes ont persisté. De plus, des relectures ultérieures ont soulevé des questions sur l'interprétation du cas. Ces limites n'enlèvent rien à l'importance historique du chapitre, mais invitent à une lecture critique et nuancée. Le chapitre 2 des études sur l'hystérie constitue une étape décisive dans l'histoire de la psychologie et de la psychanalyse. À travers les histoires de malades, et en particulier le cas Anna, Breuer et Freud montrent que l'hystérie peut être comprise à partir de l'histoire psychique du sujet. Ce chapitre illustre la transition entre une médecine centrée sur le corps et une approche psychodynamique fondée sur la parole, la mémoire et l'affect. En ce sens,
Il dépasse le cadre de l'hystérie et ouvre la voie à une nouvelle conception de la maladie mentale. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chapitre 3. Considérations théoriques. Les phénomènes hystériques apparaissent lorsque certaines représentations sont exclues de l'association consciente. Cette idée, développée de manière progressive dans le chapitre 3 des études sur l'hystérie, constitue le fil directeur de ce texte. Elle annonce une conception du psychisme comme un système dynamique, dans lequel certaines représentations peuvent être maintenues hors de la conscience tout en continuant à produire des effets pathologiques. Le chapitre 3 occupe une position intermédiaire dans l'ouvrage. Après l'exposé théorique général du chapitre 1 et avant la réflexion méthodologique approfondie du chapitre 4, il joue un rôle de transition essentiel. Il permet aux auteurs de préciser les mécanismes psychiques à l'origine de l'hystérie, en particulier à travers l'analyse des états hypnoïdes, de la dissociation de la conscience et du rôle des représentations inconciliables. L'objectif de ce podcast est de présenter et d'expliquer de manière rigoureuse le contenu du chapitre 3, en s'appuyant exclusivement sur le texte du livre. Il s'agira de montrer comment Breuer et Freud approfondissent leur compréhension du fonctionnement psychique hystérique et préparent les développements thérapeutiques ultérieurs. Le chapitre 3 s'ouvre sur une analyse détaillée des états hypnoïdes, notion centrale dans la compréhension de l'hystérie selon Breuer et Freud. Les auteurs désignent par ce terme des états de conscience particuliers, distincts de la veille ordinaire, dans lesquels certaines représentations psychiques se forment et se développent de manière isolée. Ces états peuvent survenir spontanément, sans induction hypnotique volontaire. Ils apparaissent notamment dans des situations de forte charge émotionnelle, de fatigue ou de tension psychique. Dans ces moments, la conscience se trouve rétrécie, et certaines représentations échappent au contrôle associatif habituel. Les auteurs insistent sur le fait que les contenus psychiques élaborés dans ces états hypnoïdes ne sont pas intégrés à la conscience normale. Ils demeurent séparés, formant des groupes psychiques autonomes qui peuvent ultérieurement se manifester sous forme de symptômes hystériques. À partir de l'analyse des états hypnoïdes, Breuer et Freud développent la notion de dissociation de la conscience. Ils montrent que le psychisme ne fonctionne pas toujours comme une unité homogène, mais qu'il peut se fragmenter en plusieurs systèmes relativement indépendants. Ces groupes psychiques dissociés contiennent des représentations et des affects qui ne sont pas accessibles à la conscience ordinaire. Toutefois, leur isolement ne signifie pas leur inactivité. Au contraire, ces contenus dissociés conservent une énergie psychique suffisante pour produire des effets somatiques ou psychiques. La dissociation apparaît ainsi comme un mécanisme fondamental de l'hystérie. Elle permet de comprendre comment des expériences passées, apparemment oubliées, continuent à influencer le comportement et les symptômes du patient. Un autre concept central du chapitre 3 est celui de représentation inconciliable. Breuer et Freud désignent par ce terme des idées ou des souvenirs qui entrent en conflit avec les valeurs morales, les normes sociales ou l'image que le sujet a de lui-même. Ces représentations ne peuvent pas être intégrées consciemment sans provoquer une souffrance psychique intense. Elles sont donc exclues du champ de la conscience, non par un acte volontaire, mais par un mécanisme défensif automatique. Cette exclusion empêche cependant leur élaboration psychique. Les auteurs montrent que les représentations inconciliables sont fréquemment à l'origine des phénomènes hystériques. En restant actives dans un système psychique dissocié, elles continuent à exercer une influence indirecte, notamment à travers des symptômes corporels. Le chapitre 3 établit un lien précis entre le conflit psychique et la formation du symptôme hystérique. Lorsqu'une représentation inconciliable est exclue de la conscience, l'affect qui lui est associé ne disparaît pas. Il cherche une autre voie d'expression. Le symptôme hystérique apparaît alors comme une solution de compromis. Il permet à l'affect refoulé de se manifester de manière détournée, tout en maintenant la représentation conflictuelle hors de la conscience. Cette conception confère au symptôme une signification psychique précise. Breuer et Freud soulignent que cette transformation de l'affect en symptôme n'est pas arbitraire. Elle obéit à une logique symbolique, liée à l'histoire personnelle du sujet et au contenu du conflit psychique. Les auteurs accordent une attention particulière à la relation entre mémoire et affect. Ils montrent que les souvenirs pathogènes se distinguent des souvenirs ordinaires par leur charge affective non liquidée. Tant que cette charge persiste, le souvenir conserve sa capacité pathogène. Dans l'hystérie, la mémoire ne fonctionne donc pas comme un simple enregistrement du passé. Elle constitue un système actif, capable de produire des effets présents. Les symptômes témoignent de cette persistance du passé dans la vie psychique actuelle. Cette conception dynamique de la mémoire prépare directement les développements thérapeutiques exposés dans les chapitres suivants. Elle justifie la nécessité d'un travail de remémoration et d'élaboration psychique. Bien que le chapitre 3 soit principalement théorique, il s'appuie constamment sur les observations cliniques présentées dans les chapitres précédents.
Les auteurs montrent que les mécanismes décrits, états hypnoïdes, dissociation, représentation inconciliable, se retrouvent de manière récurrente dans les cas d'hystérie. Cette articulation entre théorie et clinique confère au chapitre 3 une fonction charnière. Il permet de relier les descriptions empiriques aux principes explicatifs généraux, sans perdre de vue la singularité de chaque cas. Breuer et Freud reconnaissent que les mécanismes qu'ils décrivent ne sont pas toujours directement observables. Ils reposent sur des inférences cliniques et sur l'interprétation des effets thérapeutiques. Les auteurs adoptent néanmoins une attitude prudente. Ils présentent leurs hypothèses comme des modèles explicatifs, susceptibles d'être corrigés ou affinés. Cette prudence méthodologique renforce la crédibilité scientifique du chapitre. Le chapitre 3 des études sur l'hystérie joue un rôle fondamental dans l'économie générale de l'ouvrage. Il approfondit la compréhension des mécanismes psychiques à l'origine de l'hystérie, en mettant en évidence la dissociation de la conscience, le rôle des états hypnoïdes et l'importance des représentations inconciliables. Ce chapitre permet de comprendre comment des conflits psychiques non élaborés peuvent se transformer en symptômes durables. Il prépare ainsi le terrain pour la réflexion thérapeutique développée dans le chapitre 4 et constitue une étape essentielle dans l'élaboration d'une psychologie dynamique du psychisme. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt! Chapitre 4 – Psychothérapie de l'hystérie. Les malades ne souffrent pas de réminiscences, mais de souvenirs non liquidés. Cette affirmation, formulée par Sigmund Freud dans le chapitre 4 des études sur l'hystérie, condense l'idée directrice de psychothérapie de l'hystérie. Elle exprime avec clarté la thèse selon laquelle les troubles hystériques ne trouvent pas leur origine dans des lésions corporelles, mais dans des expériences psychiques passées qui continuent d'agir faute d'avoir été élaborées. Dès l'ouverture du chapitre, Freud insiste ainsi sur la dimension dynamique du psychisme et sur la nécessité d'un travail thérapeutique portant sur la mémoire et l'affect. Le chapitre 4 des études sur l'hystérie occupe une place singulière dans l'ouvrage de Joseph Breuer et Sigmund Freud publié en 1895. Contrairement au chapitre précédent, qui expose soit des fondements théoriques généraux, soit des observations cliniques détaillées, ce chapitre adopte une perspective résolument méthodologique. Freud y réfléchit sur sa pratique thérapeutique, en tire des principes généraux et tente de formaliser une méthode de traitement des troubles hystériques fondée sur le travail psychique. Ce chapitre marque une étape décisive dans l'évolution de la pensée freudienne. Il ne s'agit plus seulement de constater que les symptômes hystériques sont liés à des souvenirs traumatiques, mais de déterminer comment le médecin peut intervenir pour permettre au patient de surmonter ces conflits psychiques. La psychothérapie apparaît ainsi comme un processus actif, long et complexe, qui repose essentiellement sur la parole, la relation thérapeutique et la levée des résistances. Il s'agira de montrer comment Freud élabore progressivement une méthode psychothérapeutique originale, en mettant en lumière ses principes, ses difficultés et ses limites. Freud commence le chapitre 4 en revenant sur la méthode cathartique développée avec Breuer. Cette méthode reposait sur l'idée que les symptômes hystériques résultent de souvenirs traumatiques associés à des affects qui n'ont pas été correctement déchargés au moment de l'événement. La remémoration de ces souvenirs, accompagnée de l'expression émotionnelle correspondante, permettait alors une disparition du symptôme. Toutefois, Freud souligne rapidement les limites pratiques de cette approche. La méthode cathartique repose largement sur l'hypnose, or tous les patients ne sont pas hypnotisables de la même manière. Certains résistent à l'hypnose, d'autres n'y entrent que partiellement, ce qui rend le traitement inégal et parfois inefficace. De plus, même lorsque l'hypnose fonctionne, les résultats obtenus peuvent être incomplets ou temporaires. Ces difficultés conduisent Freud à repenser la méthode thérapeutique. Il ne renonce pas aux principes fondamentaux de la catharsis, mais cherche à les intégrer dans une approche plus générale de la psychothérapie. Le traitement ne doit plus dépendre exclusivement d'un état artificiel de conscience, mais s'inscrire dans un travail psychique progressif, accessible à un plus grand nombre de patients. Au cœur de la psychothérapie de l'hystérie se trouve la notion de souvenir pathogène. Freud insiste sur le fait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui provoquent les symptômes, mais la manière dont ils ont été vécus et traités psychiquement. Un souvenir devient pathogène lorsqu'il reste associé à un affect intense qui n'a pas pu être élaboré. Dans le fonctionnement psychique normal, les affects liés aux expériences vécues sont progressivement intégrés et perdent leur intensité. Dans l'hystérie, ce processus échoue. L'affect demeure coincé et continue à agir de manière autonome, produisant des symptômes corporels ou psychiques. Ces symptômes peuvent être compris comme des substituts de l'expression émotionnelle manquante. L'objectif de la psychothérapie est donc de permettre aux patients de retrouver ces souvenirs et de les relier consciemment aux affects correspondants. Ce travail ne se fait pas sans difficulté, car les souvenirs pathogènes sont souvent pénibles ou incompatibles avec l'image que le sujet a de lui-même.
C'est pourquoi Freud accorde une importance particulière aux obstacles rencontrés au cours de la cure. L'une des contributions majeures du chapitre 4 est l'introduction systématique de la notion de résistance. Freud observe que les patients ne coopèrent pas toujours spontanément au travail de remémoration. Ils oublient, détournent la conversation, minimisent certains événements ou manifestent une fatigue soudaine. Ces phénomènes ne sont pas accidentels. Ils constituent des formes de résistance. La résistance est définie comme une force psychique qui s'oppose à la prise de conscience des souvenirs pathogènes. Elle peut avoir différentes origines, telles que la honte, la culpabilité ou la peur de revivre une expérience douloureuse. Freud souligne que cette résistance est généralement inconsciente. Le patient ne cherche pas volontairement à entraver la cure. Le travail thérapeutique consiste précisément à identifier et à surmonter ces résistances. Freud insiste sur la nécessité de la persévérance et de la patience. Le médecin doit aider le patient à reconnaître ses résistances et à comprendre leurs fonctions. Ce processus est long et exigeant, mais il est indispensable à l'efficacité du traitement. Dans le chapitre 4, Freud attribue au médecin un rôle central et actif. Contrairement à une conception passive de la guérison, la psychothérapie de l'hystérie exige une intervention constante du thérapeute. Celui-ci doit guider le patient, orienter son attention et maintenir le cadre du traitement. Freud souligne l'importance de la relation de confiance entre le médecin et le patient. Sans cette confiance, le travail psychique ne peut pas s'approfondir. Le médecin exerce également une forme d'autorité, qui repose moins sur la contrainte que sur la conviction et la compréhension du fonctionnement psychique. Cependant, Freud reconnaît aussi les limites de cette position. L'influence du médecin peut devenir excessive et risquer de fausser le processus thérapeutique. Il insiste donc sur la nécessité d'une attitude équilibrée, fondée sur l'écoute attentive et le respect du rythme du patient. L'un des aspects les plus novateurs du chapitre 4 est l'importance accordée à la parole. Freud s'éloigne progressivement de l'hypnose pour privilégier un travail verbal conscient. Le patient est encouragé à parler librement, même lorsque ses propos semblent insignifiants ou sans rapport avec le symptôme. Cette parole permet de faire émerger progressivement les souvenirs pathogènes et les affects qui leur sont liés. Elle constitue le principal instrument du travail thérapeutique. Freud montre que le simple fait de dire, de mettre en mots une expérience refoulée, peut avoir un effet profondément libérateur. La psychothérapie de l'hystérie repose ainsi sur un processus de mise en langage du vécu psychique. La parole ne se contente pas de décrire l'expérience, elle la transforme. En ce sens, ce chapitre prépare directement les développements ultérieurs de la méthode psychanalytique. Freud adopte une attitude remarquablement prudente dans ce chapitre. Il reconnaît que la psychothérapie de l'hystérie ne conduit pas toujours à une guérison complète. Certains patients résistent durablement au traitement, d'autres présentent des rechutes après une amélioration initiale. Il souligne également l'influence de facteurs extérieurs, tels que l'environnement social ou les conditions de vie du patient, qui peuvent entraver le travail thérapeutique. La psychothérapie n'est donc pas une solution universelle, mais une méthode exigeante, dont l'efficacité dépend de nombreux paramètres. Cette reconnaissance des limites confère au chapitre 4 une grande honnêteté intellectuelle. Freud ne présente pas sa méthode comme un système achevé, mais comme une approche en construction, susceptible d'être améliorée et affinée. Au-delà de ces aspects pratiques, le chapitre 4 possède une portée théorique considérable. Il contribue à l'élaboration de concepts fondamentaux tels que la résistance, le travail psychique et le rôle de la parole dans la guérison. Ce chapitre marque une rupture nette avec les approches strictement neurologiques de l'hystérie. Il affirme la primauté du psychisme et ouvre la voie à une conception dynamique de la vie mentale. En ce sens, il constitue un texte charnière, qui annonce les développements ultérieurs de la psychanalyse. Le chapitre 4 des études sur l'hystérie représente une étape décisive dans l'histoire de la psychothérapie. En réfléchissant de manière systématique à sa pratique, Freud élabore une méthode de traitement fondée sur la parole, la remémoration et la levée des résistances. Ce chapitre montre que la guérison ne résulte pas d'une intervention technique ponctuelle, mais d'un travail psychique profond et progressif. Il témoigne également de la prudence et de la rigueur scientifique de Freud, qui reconnaît les limites de sa méthode tout en affirmant la portée novatrice. Ainsi, Psychothérapie de l'hystérie ne constitue pas seulement un chapitre parmi d'autres, mais le véritable pivot théorique de l'ouvrage, à partir duquel se dessine une nouvelle compréhension du traitement des troubles psychiques. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!